Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'attends un petit peu, je vois que vous arrivez tous donc, sur ce webinaire. Ravie de vous retrouver pour ce 6e webinaire donc, de l'IFJR que nous organisons. Au préalable, petit détail peut-être technique, dès que vous arrivez, vous voyez vos micros sont coupés pour éviter d'avoir du brouhaha et que nous n'entendions pas notre intervenante. Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser votre caméra allumée pour que nous vous voyons, il n'y a pas de problème. Également, donc, pour ceux qui ont l'habitude de venir ici, je le rappelle quand même, pour les nouveaux, possibilité de poser vos questions. N'hésitez pas sur le chat. Donc, vous avez un onglet sur Zoom qui s'intitule Discuter et vous pouvez poser toutes vos questions. Nous prendrons un quart d'heure, un petit temps à la fin du webinaire pour justement pouvoir poser des questions et avoir des réponses. Et pour les questions qui seraient restées sans réponse, nous avons l'habitude de faire aussi une foire aux questions, enfin des réponses que nous vous envoyons ensuite par mail et qui sont écrites. Voilà, donc ravie encore une fois de tous et toutes de vous retrouver, de voir de nouveaux noms et de nouveaux visages. Nous sommes vraiment très heureux et honorés d'accueillir aujourd'hui Estelle Zinstag, donc, qui vient nous rejoindre, qui est enseignante-chercheuse à l'Université d'Édimbourg Napier et également chercheuse associée à l'Université d'Oxford. Elle est également coéditrice de l'International Journal of Restorative Justice et de la série de livres Studies and Restorative Justice. Donc ça, c'est une information à garder pour celles et ceux qui auraient des souhaits d'écriture en anglais et des contributions sur la justice restaurative. N'hésitez pas. Donc aujourd'hui, pendant ce webinaire, Estelle va nous parler de justice restaurative et violences sexuelles. Et pour ne pas prendre trop de place et lui laisser la parole pour partager son expérience et ses analyses, je lui passe le micro. On se retrouve voilà, vers 13h15 pour laisser la place aux questions. Merci Estelle. Merci Émilie. Alors je partage mon, On a un PowerPoint à vous proposer. Est-ce que vous pouvez le voir? Tout à fait. Oui. Donc, merci beaucoup pour ton introduction, Émilie. Merci aussi à Benjamin et Alexandra et à tout le monde à l'IFRJ pour l'invitation et l'organisation. J'étais censée venir vous parler à la fin de l'été dernier, mais Covid-19 en a décidé autrement et je suis donc ravie d'être avec vous aujourd'hui. Une petite note pratique, bien que française et suisse, je travaille presque exclusivement en anglais depuis plus que 20 ans. Donc, soyez indulgents si mes expressions ne sont pas toujours aussi précises que je voudrais. Cela explique aussi certaines de mes slides ou diapos, comme on dit, sont en anglais, mais je vais faire de mon mieux pour les traduire en parlant. Je vis couramment à Glasgow, en Écosse. Et en plus de ce qu'Émilie a dit, je co-préside le réseau écossais de chercheurs en justice restaurative et suis membre du groupe de travail qui guide le gouvernement écossais en ce moment dans son projet ambitieux d'avoir la justice restaurative disponible à tout le monde à partir de 2023. Mais j'en reparlerai un petit peu. Au niveau européen, je co-préside aussi le groupe de travail sur la justice restaurative à la Société européenne de criminologie et suis membre du groupe de travail sur les violences genrées, les violences contre les femmes, ce qu'on appelle les gendered crimes en anglais, au Forum européen de justice restaurative. Une autre petite note pratique avant que j'entre vraiment dans le sujet, je parle de victimes de violences sexuelles, mais je reconnais que certaines préfèrent être appelées des survivantes ou des personnes qui ont subi des violences. J'utilise victime car je viens de la perspective de la victimologie et par besoin de simplicité, mais accepte et reconnais que chacun a des vues et des besoins sur le sujet. Donc, les violences sexuelles sont des crimes avec des niveaux d'attrition très élevés. Je vous ai mis ici une petite illustration que j'ai prise du Monde qui explique très bien ce qu'est l'attrition.
les victimes peuvent se sentir découragées ou même punies de s'être manifestées, plaintes et parfois victimisées à nouveau par le système judiciaire et d'autres processus institutionnels. C'est un fait largement reconnu que l'approche actuelle et traditionnelle de la justice, celle procurée de manière formaliste par la police, le système judiciaire, les prisons, est limitée dans ce qu'elle peut offrir en termes de justice aux victimes et aux auteurs d'infractions sexuelles, en partie à cause de sa structure et de ses objectifs. Ce type de justice conventionnelle vise à établir la culpabilité d'actes répréhensibles en vertu de la loi de juridiction particulière, principalement au sein d'un système souvent hautement accusatoire dans la plupart des pays. Un exemple ici qui, je pense, illustre bien cela est la violence sexuelle sur les campus universitaires, ce qui est une véritable pandémie en elle-même, avec certains chiffres indiquant, et ces chiffres-là viennent des États-Unis, mais je pense que les chiffres ne soient pas si différents en Europe. Jusqu'à 1 étudiante sur 5 et 1 étudiant sur 7 sont victimes d'agressions sexuelles pendant leurs études, mais seulement environ 10% le signalent. L'une des raisons pour ce pourcentage d'être aussi faible est ce que Camilla Pelsinger, une jeune femme que j'ai rencontrée récemment, explique, et je la cite, « L'un des désirs les plus courants de ceux qui ont subi des violences basées sur le genre est que la personne qui leur a fait du mal comprenne l'impact de leurs actions et ne fasse jamais de mal à qui que ce soit d'autre. » Elle explique aussi, les systèmes juridiques sont vraiment douloureux pour les gens et ne produisent généralement pas les résultats et la responsabilité que les survivants souhaitent. Pelsinger est une diplômée de l'université Brown, qui a aidé à mettre en place ce qu'ils appellent un programme de justice transformative dans son université aux États-Unis. C'est une approche abolitionniste où les personnes, victimes et auteurs directs, se rencontrent de façon préparée, encadrée par un facilitateur spécialisé, mais cela se passe complètement en dehors du système judiciaire traditionnel. Ce n'est pas une approche que je soutiens, mais c'est quand même intéressant pour illustrer le besoin, le potentiel de rencontre victime-auteur. Il est bien établi que le système de judiciaire conventionnel ne répond pas fondamentalement aux besoins des victimes et ne demande pas aux auteurs de reconnaître leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils ont fait. Bref, la justice pénale, dans son acceptation classique, semble plutôt limitée dans son potentiel à contribuer à elle seule à une résolution efficace des préjudices causés. Les progrès réalisés par les campagnes publiques, les améliorations des législations nationales et les travaux des tribunaux internationaux concernant les victimes sexuelles au cours des dernières décennies ont certainement contribué à une plus grande prise de conscience de l'étendue de ce type de crime et de leurs conséquences, entraînant des changements dans les législations et les pratiques, dont une grande partie est considérée comme aidant les victimes. Des approches à différents niveaux ont été développées, notamment la création d'unités spéciales au sein des forces de police pour traiter d'actes sensibilité des victimes de délits sexuels et domestiques, l'adoption de directives pour des punitions plus sévères et la neutralisation des auteurs. Malgré ces innovations, il n'en reste pas moins qu'il est difficile de poursuivre les crimes sexuels et d'obtenir une condamnation pénale. De plus, comme mentionné, il y a peu de place pour la voix de la victime au cours de la procédure pénale, soit pour raconter son histoire, soit pour rendre compte des effets du traumatisme sexuel sur sa vie, à part le support limité de déclaration de la victime qui sont utilisés dans certaines juridictions. Les agresseurs ont également une possibilité limitée d'expliquer leurs actes, de réparer leur infraction ou de présenter des excuses. Dans l'ensemble, les avocats et autres conseillers juridiques conseillent encore pour la plupart aux auteurs, et ça c'est encore au mieux, de garder le silence au cours de la procédure pénale. En outre, la communauté qui dans de nombreux cas porte une part de responsabilité pour le climat social, les normes, les conditions dans lesquelles les violences sexuelles deviennent possibles, est souvent chargée de la tâche d'aider les victimes et les auteurs d'abus à reconstruire leur vie. Et en particulier pour les auteurs, à trouver leur place dans la communauté des citoyens respectueux des lois. Pour de nombreuses communautés, ce n'est pas possible car la peur et le manque d'information dépassent l'idéal de réadaptation et de réintégration, laissant les individus et les communautés de plus en plus vulnérables. Par conséquent, d'autres solutions et réponses sont nécessaires de toute urgence. Je voulais aussi mentionner ici quelques résultats de la consultation Voix des survivants, en anglais c'est Survivor's Voice, qui a eu lieu dans toute l'Écosse l'année dernière. Et c'était organisé par l'association caritative Thriving Survivors et financé par le gouvernement écossais, où les survivants ou les victimes de violences
sexuelles et domestiques ont été interrogées directement sur leurs besoins et leur volonté d'avoir accès à la JR, à la justice restaurative ou non. Une des questions était la question suivante, et c'est celle que j'ai mise là, qui est en anglais, mais qui en gros veut dire « Est-ce qu'elles participeraient à la justice restaurative si elle leur était accessible ?» Et 85% ont dit oui. La réponse est donc positive dans ce sens-là, ce qui est vraiment intéressant, car il y a eu un très fort travail de lobbying effectué par un certain nombre d'organisations contre la violence faite aux femmes et pour la protection des victimes qui se battent contre l'utilisation de la justice restaurative dans de tels cas. Ce qui oblige le gouvernement écossais à prendre une approche prudente, malheureusement, et assez injustement envers les victimes, à mon avis. C'est un fait que la théorie et la pratique de la justice restaurative se développent rapidement et offrent de nouvelles voies bien argumentées pour traiter le crime en général. Il est certainement devenu clair qu'il a le potentiel d'être étendu au cas de violences sexuelles et un certain nombre de programmes sont déjà bien en cours dans ce domaine au niveau international, comme je vais vous expliquer. Après cette longue introduction, voici ce dont je veux parler aujourd'hui. Je vais brièvement parler des violences sexuelles de façon générale, puis de la justice restaurative et me placer dans le débat qu'il y a. Ensuite, je vais vous parler des résultats d'une étude européenne sur le sujet que j'ai conduit avec une équipe en Belgique, à l'Université catholique de Louvain, en Flandre. C'était un projet Daphné financé par la Commission européenne et je vais expliquer quelques résultats de notre exercice de cartographie internationale, puis quelques résultats de l'étude en général. Si j'ai le temps, mais je voudrais vous en parler, aussi des développements très récents en Écosse. J'espère finir avec quelques propos sur les possibilités et difficultés de cette approche. Quelques faits sur la violence sexuelle. Je ne ferai ici que quelques commentaires très généraux afin d'expliquer en gros ce que je souhaite aborder ici. Violence sexuelle est un terme large, umbrella, qui est un parapluie pour toute une série de violences à caractère sexuel, qui est légalement et culturellement définie et englobe de nombreux types d'actes sexuels, y compris les abus sexuels avec ou sans contact, avec des enfants, avec les agressions sexuelles, le viol, le trafic sexuel, les violences sexuelles en temps de guerre et les violences sexuelles perpétrées par l'utilisation de technologies de communication. Je vous ai mis la définition de l'OMS que nous avons utilisée dans nos projets, mais je vous la laisse lire vous-même. Les violences sexuelles peuvent se produire en temps de paix et pendant les conflits armés. Elles touchent toutes les couches de la société, même si la pauvreté, l'insécurité, le manque de structures sociales tendent à favoriser la commission de tels crimes. Les préjugés sexistes, les normes sociales et certaines attitudes traditionnelles à l'égard du crime font qu'il est difficile pour les victimes de se manifester et de demander réparation, pour les auteurs de reconnaître qu'ils ont fait quelque chose de mal et de réparer le préjudice causé par la communauté, de veiller à ce qu'il ne se reproduise pas. C'est un crime commis dans sa grande majorité par une personne connue de la victime. Bien qu'il existe de nombreux types différents de violences sexuelles, la grande majorité est en effet perpétrée par un voisin, un collègue, un père, un partenaire, un enseignant. Dans leur grande majorité, les auteurs sont des hommes, mais il y a des cas rares de femmes ayant commis des violences à caractère sexuel, surtout contre des enfants. Les auteurs sont donc des personnes dont la victime aurait pu se sentir proche et dont elle ne souhaite absolument pas toujours être séparée, mais dans le voisinage desquelles elle ne se sent plus en sécurité. Bien qu'il existe de nombreux types différents de violences sexuelles, dans la catégorisation générale de crimes, le viol, par exemple, entre dans la catégorie des crimes violents. Cependant, les conséquences peuvent être très différentes et celles d'autres crimes violents est très différente de celle d'autres crimes violents et dans de nombreux cas, elle affecte non seulement les victimes psychologiquement et physiquement, mais aussi socialement et économiquement. Quelques définitions. Bien qu'il n'y ait pas de définition convenue sur la justice restaurative, parce que les significations de la justice restaurative dépendent beaucoup de l'aspect ou de l'objectif que l'on privilégie, un certain nombre de définitions ont cependant reçu beaucoup d'attention et doivent être prises en compte ici. Une définition souvent citée est celle de Marshall et se lit comme suit. La justice restaurative est un processus par lequel toutes les parties concernées ont une infraction particulière, se réunissent pour résoudre collectivement la manière de gérer les conséquences de l'infraction et ses implications pour l'avenir.
Je voudrais également citer la définition du processus restauratif tel qu'il figure dans le manuel des Nations Unies, mais je vous laisserai la lire. Cependant, comme le soutient mon collègue Lo de Walgrave, ces définitions ont tendance à se concentrer sur le résultat du processus, plutôt que simplement sur le processus lui-même. Le processus est considéré par certains comme devant être un objectif en soi, car il peut être extrêmement important pour les parties prenantes et peut aboutir à des résultats que ni le système judiciaire ni les programmes de justice restaurative pure ne peuvent rêver d'atteindre. Gordon Bazemore et Lo de Walgrave ont donc proposé une définition très basique qui ne mentionne que l'essentiel, et c'est la dernière des 3 définitions que j'ai mises sur la diapo. Avec cette dernière définition, nous sommes entrés dans le débat puriste-maximaliste. Mon travail se place plutôt dans une logique maximaliste, mais reconnaît qu'il faut accepter toutes les approches et s'adapter aux besoins des victimes. Il existe un certain nombre d'autres débats concernant d'autres aspects de la justice restaurative, tels que par exemple les avantages et les limites de l'institutionnalisation de la justice restaurative, par opposition au développement d'initiatives de justice restaurative plus communautaires. Il est également important de comprendre que les pratiques de justice restaurative peuvent avoir lieu à n'importe quelle étape après un crime, et cela a également suscité un débat dans le domaine. En effet, certains programmes peuvent avoir lieu au stade pré-sententiel, d'autres au stade post-sententiel, et certains peuvent se dérouler complètement en dehors de toute procédure judiciaire et même sans intervention de la police. Et cela est particulièrement vrai dans certains cas d'infractions sexuelles pour lesquelles il y a un très faible taux de signalement et même lorsqu'elles sont signalées, un très fort taux élevé d'attrition, comme j'ai montré au début. Je vous ai mis ici une typologie intéressante qui a été développée par McCall il y a 20 ans, qui reflète bien les différentes possibilités ouvertes par la justice restaurative, notamment qu'il n'y a pas qu'une façon de faire cela, et en fonction des intervenants, du crime, de la formation des facilitateurs, qu'elle soit pleinement ou partiellement appliquée, ce qui est très pertinent pour les pratiques dont nous parlons aujourd'hui. Vous dire quelques mots sur le projet Daphné. C'était un projet sur les violences sexuelles et la justice restauratrice. Ça s'appelait « Développer des réponses intégrées à la violence sexuelle », un projet de recherche interdisciplinaire sur le potentiel de la justice restaurative. Il a duré 24 mois. C'était de 2013 à 2015, donc il a déjà quelques années, bien que nous travaillons toujours encore sur certains aspects, et un des livres écrits par ma collègue Marie Kinen et moi-même va sortir cette année sur le sujet. En 2009, j'ai occupé le poste de coordinatrice et chercheur principal pour un autre projet financé par la Commission européenne pour le Forum européen sur la justice restaurative. Le projet portait sur les conférences, un programme spécifique au sein de la justice restaurative. La principale question était de savoir si elle avait un potentiel en Europe, donc la conférence, puisque la conférence était née sous sa forme la plus récente en Nouvelle-Zélande et en Australie, et dans une certaine mesure en Amérique du Nord, mais était encore embryonnaire en Europe. L'idée est également de le comparer avec le programme de médiation victime-auteur plus courant en Europe. Malgré l'idée préconçue et répandue selon laquelle la justice restaurative devait être principalement utilisée pour les délinquants juvéniles et pour les délits mineurs, en particulier lorsque le pays commence juste à utiliser la justice restaurative, la plupart des professionnels, qu'il s'agit des praticiens, des professionnels du monde judiciaire ou universitaire à qui nous avons parlé, et des parties prenantes, victimes et auteurs, disent que la justice restaurative est la plus efficace pour les crimes graves et peut également avoir des résultats satisfaisants avec les adultes. Une autre conclusion qui pour moi était très importante, sinon cruciale, c'est que malgré la croyance commune qu'il n'est pas approprié ou souhaitable d'avoir des survivants ou des victimes de violences sexuelles et de violences domestiques rencontrer leur agresseur en théorie, en réalité cela se produit dans de nombreux contextes différents, pour des crimes très graves, avec des méthodes et des moyens différents, que ce soit dans des environnements thérapeutiques ou dans des prisons, dans des contextes religieux, ou au centre d'organisation de justice restaurative. Différents programmes de justice restaurative nous ont dit qu'ils s'étaient occupés de tels cas parce qu'ils avaient été demandés par les victimes elles-mêmes, mais qu'ils l'avaient gardé sous le radar, l'ont plus ou moins fait en cachette dans la plupart des cas, en raison de la nature du crime et surtout à cause de la perception qu'en avait le public. Cela a bien sûr sonné un certain nombre de sonnettes d'alarme pour nous, chercheurs,
car cela signifie que cela se fait sans formation appropriée des facilitateurs, médiateurs, sans méthodologie appropriée. Comment savons-nous quelles normes ils utilisent, s'ils utilisent des évaluations de risque, etc. Cela se fait plus ou moins sans garantie de qualité et mesures de sécurité adéquates et comporte donc de nombreux risques. Ces deux découvertes dont je viens de parler sont ce qui m'a poussé à en savoir plus, et tout en travaillant comme chercheur principal à l'Université de Louvain dans l'Institut de criminologie, j'ai donc rédigé une proposition pour un grand projet d'exploration des possibilités d'utilisation de la JR pour les violences sexuelles, avec l'aide d'universitaires et ou de praticiens reconnus comme Marie Koss, qui a introduit la JR pour les violences sexuelles aux États-Unis au début des années 2000, Kathleen Daly en Australie, qui a rédigé une étude célèbre comparative où elle a étudié l'efficacité des tribunaux et des programmes de JR pour les jeunes qui ont commis des abus sexuels et leurs victimes, qui a été publiée en 2006, ou Tony Ward en Nouvelle-Zélande, et ses études sur les délinquants sexuels et le besoin d'introduction du Good Lives Model, voir le livre de Erwan Dieu sur le sujet en français. Mais aussi Ivo Hertzen en Belgique et Marie Kinen en République d'Irlande. Ces deux derniers sont mes principaux partenaires de recherche sur ce projet. Marie était déjà une autorité à l'époque sur les abus sexuels dans le cadre de l'Église catholique, mais aussi une thérapeute et médiatrice. Nous avons finalement été financés par la Commission européenne après un appel d'offres. L'idée était de se pencher sur les différentes pratiques qui existent déjà dans le monde sur ce sujet, les différents contextes dans lesquels elles se déroulent et la formation, les méthodes, les résultats qu'elles impliquent. Cela impliquait passablement de travail d'enquête, car très peu de services jusqu'alors annonçaient qu'ils s'occupaient de tels cas, mais la plupart s'en chargeaient. Nous avons effectué un vaste exercice de cartographie et discuté avec des parties prenantes, des victimes et certains auteurs, des praticiens travaillant avec les deux, mais aussi, par exemple, des représentants du monde judiciaire. Nous nous sommes penchés sur les pratiques de JR, mais aussi comment elles pourraient être utilisées ensemble avec la thérapie, travailler en parallèle avec le système judiciaire, avec les églises, avec les institutions. Mais nous avons également parlé avec des responsables politiques et le faisons toujours. Les principaux résultats ont montré que le fait qu'il soit déjà utilisé dans la plupart des pays, jamais en grand nombre bien sûr, mais même dans les pays où il était officiellement interdit, comme l'Espagne ou la Norvège il y a quelques années. Il est principalement initié par les victimes elles-mêmes qui ont besoin de réponses, qui ont besoin d'une plateforme sûre pour parler à la personne qui leur ont causé du tort, car ils sont les seuls à pouvoir répondre à des questions spécifiques sur leur cas. Mais je reviendrai à cela dans un instant. Le but de notre travail de cartographie était d'être aussi exhaustif que possible, et nous avons assemblé beaucoup de données. Mais aujourd'hui, je ne présenterai qu'une petite sélection de résultats pour vous donner juste un aperçu de ces résultats. Le but de l'enquête était une prise de conscience que notre base de connaissances était inadéquate. Nous savions que la pratique évolue et que toutes les choses qui se passent sur le terrain ne sont pas décrites dans la littérature. Nous avons donc estimé que l'enquête offrait une excellente occasion de recueillir les informations auprès des praticiens. Nos objectifs étaient de compiler des informations sur différents types d'interventions et d'approches à l'échelle internationale, d'identifier les programmes qui ne sont pas officiels ou, comme nous l'appelons, sous le radar. La JR, dans les cas de violences sexuelles, est apparue dans de nombreux contextes, souvent de manière relativement fragmentée et non coordonnée, ce qui rend difficile d'avoir une image précise des services qui sont fournis. Nous avons également entrepris de contribuer à la base de connaissances dans ce domaine en compilant des informations sur les types d'interventions et d'approches sur les meilleures pratiques. Et enfin, nous avons entrepris d'identifier les défis, les difficultés. L'étude a fait la distinction entre la justice restaurative intégrale ou entièrement restaurative et alternative, ou ce que nous avons appelé dans le livre maintenant des programmes quasi-restauratifs. Et on a fourni des définitions pour chacune. Les pratiques entièrement restauratives ont été définies comme des pratiques utilisant des méthodes de JR formelles, telles que
les rencontres, les médiations auteurs-victimes ou les conférences, qui impliquent généralement une communication directe ou indirecte entre les parties et peuvent impliquer la participation d'autres parties prenantes concernées. Les programmes alternatifs ou quasi-restauratifs ont été définis comme des pratiques qui intègrent certains principes ou valeurs directives de la justice restaurative. Par exemple, les pratiques qui promeuvent la dimension de la victime dans le travail avec avec l'auteur, les pratiques qui se concentrent sur la réparation des victimes, etc. L'enquête ciblait spécifiquement des programmes, des services qui s'engagent dans la justice restaurative dans les cas de violences sexuelles. Nous avons compilé une liste initiale des participants potentiels sur la base des informations recueillies grâce à nos analyses documentaires, nos visites d'études, les contacts personnels des membres du groupe de pilotage, etc. Nous avons contacté des auteurs et des personnes sur le terrain dans l'espoir de puiser dans leur connaissance locale sur la pratique de la justice restaurative des répondants potentiels s'ils connaissaient d'autres personnes avec un travail similaire. Nous avons contacté environ 280 participants potentiels. L'analyse est basée finalement sur 74 répondants ou participants. Ça veut dire un représentant par organisation. Il n'y avait pas deux personnes d'une même organisation qui ont été demandées de participer au questionnaire. Ici, c'est l'emplacement géographique de tous les participants. Plus de 60% des répondants sont situés en Europe, 26% en Amérique du Nord. Les 13% restants sont dispersés dans le reste du monde, ce qui correspond au développement de la justice restaurative en général. Les participants ont été invités à identifier le cadre institutionnel dans lequel leur programme fonctionne, invités à cocher toutes les options qui s'appliquaient. Comme vous pouvez le voir, de nombreux répondants ont coché plus d'une option. Le cadre institutionnel le plus fréquemment indiqué est le système judiciaire, suivi par des organisations indépendantes, des ONG. Les réponses sur les sources de financement, les réponses indiquent que le financement gouvernemental ou public est la source de financement la plus importante. Plus de 80% des répondants ont indiqué qu'ils recevaient un financement public. Nous avons constaté que 42% de nos répondants, de nos participants offraient de la justice restaurative pour les cas de violences sexuelles depuis plus de 10 ans, ce qui était un résultat inattendu et intéressant. Il ne s'agit ici pas de pilotes, de projets, mais de programmes bien établis. Et 3 ne traitaient déjà plus de violences sexuelles, ce qui était également un résultat intéressant, sinon juste, il souligne la difficulté de certains de ces programmes à rester ouverts. Et je vous ai mis quelques réponses que les participants ont mis. Et en gros, les explications des répondants pour ne plus traiter de violences sexuelles suggèrent que la perte de financement et la perte d'individus ou de champions clés sont particulièrement importantes. La première des citations là est financement perdu, politique fédérale hostile à la justice restaurative, partisans de l'opposition, apathie du système de justice pénale et réticence des bailleurs de fonds privés à être associés au viol. Un autre, le projet a fonctionné sur une succession d'arrangements de financement à court terme qui ont finalement expiré à la fin de 2012. Et le dernier, j'ai quitté l'hôpital et bien que le programme soit toujours officiellement une option, il n'est en pratique plus disponible dans la section adulte du centre de victimes d'agressions sexuelles. Les différents modèles de justice restaurative utilisés, vous pouvez voir à partir que le modèle le plus courant de justice restaurative identifié est la médiation, victime-auteur, et suivi par les dialogues. Les répondants ont souvent indiqué qu'une variété de modèles était utilisée. En Écosse, on ne parle pas de médiation dans ces cas-ci, mais de rencontres restauratives. Les médiations ne sont pas jugées appropriées pour les violences sexuelles, dans le sens où il ne devrait pas y avoir, ce n'est pas une médiation qu'il faudrait qu'il y ait, mais un échange de paroles. Les personnes principalement concernées par le programme, un peu plus d'un tiers des participants ont indiqué que leur programme s'adressait à la fois aux mineurs et aux adultes.
Et je suis désolée d'aller aussi vite, mais les parties prenantes, c'est à 60% des programmes ont indiqué qu'ils travaillaient à la fois avec les victimes et les agresseurs, et seulement 8% ont indiqué qu'ils travaillaient principalement avec les victimes. Plus d'un tiers ont répondu que leur travail incluait la communauté. La réponse à la question concernant le type de violence sexuelle traitée par les programmes est intéressante en ce qu'elle souligne que le type de violence sexuelle le plus grave, le viol, représente plus que 90%. Et qu'il est beaucoup plus souvent engagé que les formes moins graves, telles que par exemple le harcèlement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne gère pas ce genre de cas aussi, mais là où il pense qu'il y a le plus de travail à faire, c'est pour les viols, où il y a le plus de travail. Ici, c'est par rapport au renvoi. Qui envoie ces cas? Les répondants ont le plus souvent indiqué que les cas de violence sexuelle sont envoyés après la condamnation, le plus souvent. Bien qu'il soit intéressant de noter que 45% ont également indiqué que les cas ont été renvoyés à l'extérieur du système, en dehors du système de justice pénale. Les sources de renvoi, et ce tableau présente les sources de renvoi indiquées par les participants. Il est clair que les renvois proviennent de plusieurs sources, mais il est à noter que les deux sources les plus couramment indiquées sont les renvois eux-mêmes par les victimes et les agresseurs. Nous pouvons également voir l'importance du système judiciaire dans ce tableau, car un certain nombre d'agences ou d'acteurs différents au sein du système judiciaire pénal fournissent des renvois, et c'est ceux qui sont surlignés en rouge. Les principaux résultats ont montré que c'est un fait que la pratique est déjà utilisée dans la plupart des pays, jamais en grand nombre, bien sûr, mais même dans les pays où il est officiellement interdit, comme je l'ai dit avant, en Espagne, par exemple, ce qui est intéressant en soi. Il est cependant un fait que la législation aide à établir la pratique. La pratique est principalement initiée par les victimes elles-mêmes, même des programmes entiers, parce qu'ils ont besoin elles ont besoin de réponses. Ils veulent une plateforme sûre pour parler à la personne qui leur a fait du mal, car ils sont les seuls à pouvoir répondre à des questions spécifiques sur le cas, comme je l'ai déjà expliqué. Un autre point qui est important, le travail inter-agence est crucial pour développer de tels programmes et devrait inclure la police et la justice lorsqu'elle est possible. Nous avons rencontré un exemple très intéressant de travail inter-agence à Copenhague, en Danemark, où un certain nombre de praticiens, de thérapeutes, de policiers et d'autres agences se rencontreraient tous les 3 mois pour discuter de l'évolution de la pratique, discuter des problèmes qu'ils ont rencontrés et qui se formaient ensemble. Donc, ils avaient tous une même formation en justice restaurative. Un autre point intéressant, c'était un forum éthique pour les facilitateurs, comme point de référence pour les préoccupations de points éthiques. C'était en Belgique. Il existe un tel forum qui est à la disposition des facilitateurs et médiateurs pour répondre aux questions qui se posent dans la pratique et aide donc à résoudre certaines des questions difficiles qui pourraient entraver un cas. Et un point très important, c'est une formation spécialisée doit être requise des médiateurs et des facilitateurs de justice restaurative qui veulent travailler sur les cas de justice restaurative et de violences sexuelles, qui explique, qui met en valeur les dynamiques des traumatismes bien spécifiques aux infractions sexuelles. Je veux donc vous parler de quelques développements très récents en Écosse. Comme je l'ai dit brièvement au début, le gouvernement écossais a publié en 2017 ce qu'ils appellent a guidance, ça veut dire un genre de guide sur la justice restaurative, où ils reconnaissent les bienfaits de la justice restaurative et expliquent dans un document public ce qu'ils comprenaient par la justice restaurative. En 2019, le ministre de la Justice de l'époque a publié un plan d'action qui promet le développement de la justice restaurative à travers l'Écosse et qu'à partir de 2023, elle serait accessible à tous. Après avoir passé beaucoup de temps avec des victimes à discuter ouvertement de ce à quoi pourrait ressembler un service de justice restaurative dans les cas sensibles et complexes, donc les violences sexuelles, les violences domestiques et certains cas d'homicide,
Nous avons utilisé ces connaissances et cette compréhension pour façonner le développement et la conception d'un service ici en Écosse pour gérer ce genre de cas. Pour l'instant, ce service serait exclusivement pour les victimes de violences sexuelles, bien que le gouvernement a ouvertement dit qu'il n'est pas possible de dire que c'est pour tout le monde et puis l'interdire dans certains cas. Donc, on espère que ce sera ouvert à tous plus tard. Le gouvernement écossais vient de financer ce service national auquel je participe, le développement duquel je participe, avec l'association caritative Thriving Survivor, dont j'ai parlé au début, et qui va l'héberger. Et nous allons développer ça avec Thriving Survivor, mon université, et la Community Justice, qui est une organisation semi-gouvernementale qui s'occupe de toutes les questions de justice. Voilà, ce serait les procédures ressemblent à ça. Une victime qui décide d'explorer la possibilité d'utilisation de la JR, de la justice restaurative, prend tout d'abord contact avec le Thriving Survivors, qui demande au coordinateur de prendre les premiers contacts et fait les premières évaluations de risque. Ensuite, il demande à 2 facilitateurs de prendre contact avec les différentes parties et les préparations commencent. Et si toutes ces étapes se passent bien, que le risque est jugé minimal et que les parties sont satisfaites de continuer, il est décidé quel type d'intervention est le plus adéquat. Et donc, nous avons décidé de proposer plusieurs possibilités. Une personne pourra en utiliser une ou plusieurs selon les besoins. La première, ce sont des rencontres restauratives directes entre la victime et son agresseur avec les facilitateurs. Le deuxième, ce sont des conférences entre la victime et sa famille, des mentors et des organisations de soutien. C'est vraiment pour gérer les problèmes, parce que, comme j'ai dit, beaucoup de ces violences se passent au sein de familles et il y a beaucoup de questions à gérer à ce niveau-là. Ensuite, nous proposons aussi des cercles de soutien qui adressent les victimisations secondaires, celles commises par la police, les membres du monde judiciaire ou médical. Beaucoup de victimes ont parlé de cette deuxième victimisation très réelle et très commune, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais qui arrive très souvent et qui leur cause beaucoup de mal en plus. Et le dernier sont des groupes de parole où différentes victimes pourraient se rencontrer, etc. Nous avons développé nous développons ce service parce que c'est absolument, nous savons que nous avons le financement depuis la semaine dernière, parce qu'il y a une vraie demande, alors qu'il n'était pas possible de gérer ce genre de cas ici en Écosse, parce que nous n'avons pas de facilitateur formé, parce qu'il n'y a simplement pas de service pour l'utiliser. Régulièrement, des victimes ont contacté un nombre d'organisations importantes, le gouvernement écossais, en disant « Nous voulons rencontrer notre auteur. C'est le seul qui peut répondre à nos questions, mais nous voulons le faire de façon en toute sécurité. » Et c'était la base de pourquoi nous avons développé ce service. Donc, pour finir, je pense sincèrement que la justice restaurative doit être disponible dans le cas de violences sexuelles et domestiques d'ailleurs, et que la possibilité d'entrer dans un tel processus devrait être disponible et utilisée le cas échéant. C'est un fait que ce n'est pas approprié dans tous les cas. Si la sécurité n'est pas garantie, ça ne devrait pas avoir lieu. En parlant avec un certain nombre de victimes qui ont pris part au processus dans d'autres pays, et en dépit du fait que cela se soit terminé par une rencontre ou pas, car il ne s'agit pas que de cela. Le processus d'échange et de communication, que ce soit directement ou indirectement avec la personne qui a commis les violences, c'est-à-dire l'agresseur, peut avoir autant d'effets qu'une rencontre directe. Il s'agit principalement de rééquilibrer le déséquilibre si particulier que ce genre de violence peut provoquer, un déséquilibre qui a été instauré par l'agresseur et qui est créé par un préjudice sérieux, une série de préjudices. Il s'agit de donner aux gens un espace sûr pour parler du préjudice et ou du conflit et d'essayer de trouver ensemble des moyens d'aller de l'avant. C'est un fait que de nombreuses victimes ressentent le besoin de parler à leur agresseur pour de nombreuses raisons différentes, pas toujours le crime lui-même,
Et la justice restaurative, faite de façon satisfaisante, peut vraiment fournir une plateforme pour le faire en toute sécurité et contribuer à la guérison, pour permettre de passer à autre chose et parfois euh, permettre de fournir un sentiment de ce qu'on appelle en anglais closure, c'est-à-dire la fermeture de cette étape dans leur vie, de ce trauma, c'est vraiment un moment où ils peuvent après passer à autre chose. Un tel processus vise principalement à permettre aux victimes de poser des questions sur le crime, de discuter de son contexte, de sa nature, des raisons pour lesquelles il s'est produit, mais pas seulement. Parfois, la discussion peut porter sur d'autres sujets qui pourraient être importants pour la victime, mais pas directement liés au crime. Il s'agit bien sûr également de faire savoir à l'agresseur et à l'auteur ce qu'il ou elle ressent et le mal. En anglais, on parle de harm. Le mal, c'est quelque chose d'assez différent. Donc, la traduction n'est pas qu'il a subi ou elle a subi. C'est compliqué par la nature et le type de crime dont il s'agit. Comme nous l'avons dit, tous les cas ne sont pas appropriés et la plupart des cas ne sont pas adéquats. Mais je voulais aborder certaines des perceptions et idées erronées courantes. Il ne s'agit jamais ou ne devrait jamais être une question de pardon ou d'excuse. Cela arrive parfois, mais cela ne devrait pas être le but. Et si cela se produit, c'est quelque chose entre les parties prenantes et le facilitateur. On ne peut pas s'y attendre et ne devrait pas être quelque chose d'utilisé, bien qu'il y ait débat sur ce sujet. Et par exemple, au Danemark, nous avons vu que l'utilisation des excuses était vraiment utilisée. On formait les auteurs à s'excuser avant de rencontrer la victime. Donc, débat. Mais pour être très clair, la réconciliation n'est et ne peut absolument jamais être le but de ce genre d'initiative. Dans un certain nombre de pays, il s'agit d'un processus indépendant du cas dans les tribunaux et ne devrait pas l'influencer. Ce n'est donc ni une issue facile pour l'auteur, ni pour la victime de perdre son droit à ce que l'affaire soit poursuivie devant un tribunal. Dans les cas où la justice restaurative pourrait être demandée avant ou pendant une affaire judiciaire, par exemple en Belgique, il existe un genre de pare-feu entre les deux processus et ils ne peuvent pas s'influencer mutuellement. Des rapports peuvent être faits sur le processus pour le tribunal, mais seulement avec le consentement express des deux parties. La justice restaurative peut être mise en œuvre de plusieurs manières. Lors d'une rencontre directe entre les deux principales parties, animée par un facilitateur formé spécifiquement avec une préparation minutieuse, mais aussi en réunion indirecte, toujours avec beaucoup de préparation, via les plateformes en ligne et autres liens vidéo, téléphone, courrier ou via les facilitateurs, mais aussi comme ici en France, par exemple, avec des interlocuteurs indirects. Ça veut dire pas du même crime, pas direct. Mais comme on dit, ce n'est pas toujours approprié, car il y a toujours des risques impliqués. Et il est donc très important que ce soit fait si un cas particulier obtient le feu vert. Les évaluations systématiques des risques sont primordiales. Il est crucial que la participation soit volontaire pour les deux ou toutes les parties, que l'auteur reconnaît ou au moins ne nie pas le préjudice qu'il a commis avant que quoi que ce soit entrepris, que la participation peut être arrêtée par l'une ou l'autre des parties à tout moment, que les rencontres ou les échanges soient animés par des facilitateurs spécialisés, j'en ai déjà parlé, mais je veux vraiment insister, formés spécifiquement pour ce type de cas, sur les dynamiques de traumatisme et d'infraction sexuelle, et que les facilitateurs soient jugés acceptables par les parties. Un des participants pourrait ne pas se sentir à l'aise avec un facilitateur particulier, et la personne devrait avoir le droit de le dire et le facilitateur d'être changé. La préparation et la rencontre ou l'échange est également absolument crucial. Tous les aspects possibles doivent être couverts pour éviter une éventuelle revictimisation. Toute tentative de l'auteur d'intimider ou de tenter de contrôler la victime doivent être explorées et au préalable dans un exercice de navette entrepris par le facilitateur, le ou les facilitateurs. Il est également crucial que le moment soit bien choisi pour que les personnes concernées, certaines victimes pourraient en avoir besoin peu de temps après leur victimisation, d'autres pourraient en avoir besoin beaucoup plus tard. La justice restaurative doit être en mesure de s'adapter à cela et être suffisamment flexible. Mais cela signifie également que pour prendre la décision d'entreprendre un tel processus qui est adéquat pour la victime et au moment qui lui convient, il lui faut les outils.
Et j'entends par là les informations sur de telles possibilités pour prendre la décision appropriée pour elle quand elle en ressent le besoin. Ce besoin doit être notre guide pour le développement de la pratique. Merci beaucoup. Quelques sources que je peux passer si quelqu'un est intéressé. Et voici les... Oui, effectivement. Pardon. Merci beaucoup, Estelle. C'est The International Journal of Restorative Justice et la série de livres dédiés à la justice restaurative aussi. Encore une fois, si vous avez des contributions en anglais à faire, merci pour cette intervention très riche. Alors, j'ai moi-même plein de questions en tête, mais je vais laisser la place aux questions des participants au webinaire. Tout d'abord, une question préalable, Estelle. Est-ce que tu acceptes de diffuser ton PowerPoint ou pas? Certains l'ont demandé. Oui, c'est possible. C'est du travail en cours, donc c'est oui. Oui, mais okay. je peux... Ouais, super, merci beaucoup. Donc ensuite, au niveau des questions, donc, une question s'agissant des cas inadéquats que tu as évoqués. Quels sont ces cas inadéquats? Tu l'as peut-être un petit peu dit, mais est-ce que tu as des exemples peut-être plus précis? En général, il n'y a pas de cas inadéquat. Tout cas doivent être comment dire? Alors maintenant, il va falloir que je parle dans le sens où toute personne qui en ressent le besoin doit trouver un interlocuteur et on doit essayer de répondre à son besoin. Maintenant, je parle de cas inadéquats dans le sens où s'il y a quoi que ce soit comme risque pour la sécurité des parties prenantes, s'il y a quoi que ce soit comme si le traumatisme est encore trop grand, si ça risque de revictimiser en particulier la victime, ça c'est un cas inadéquat. Ou dans ce sens-là, pas encore possible. Et ces cas-là, c'est sûr. Et si on ressent que l'auteur a encore une emprise ou encore dans ce cas-là, c'est inadéquat. Mais c'est ça que j'appelle les cas inadéquats. Il n'y a pas, dans ce sens-là, je pense que toute personne qui ressent le besoin doit pouvoir être écoutée et en discuter. Et après, on décide est-ce que vraiment c'est le bon moment ou pas, et est-ce que toutes les conditions sont là pour pouvoir faire ce genre d'intervention de façon sauve, ou je ne sais pas comment on dit. Oui, 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 sécure, je ne sais pas. Tout à fait, donc c'est la sécurité qui compte. Okay, pas d'exclusion. Et pour être sûr que les personnes qui veulent entreprendre ce genre d'intervention soient prêtes à comprendre tout le processus. C'est tout un processus et il faut absolument suivre ce processus, sinon c'est trop dangereux. D'accord, merci. Alors, autre question, pouvez-vous en dire plus sur l'analyse des risques? Donc, c'est un peu ce qu'on dit, mais les critères, les points prioritaires d'attention nécessaires pour accepter une mesure de justice restaurative. Je pense que ça fait référence effectivement à ce que tu disais sur l'évaluation du risque dans le schéma, les étapes que tu as présentées. Comme j'ai dit, je suis pas praticienne, donc je m'occupe pas d'évaluation de risque, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui se sont spécialisés dans ces analyses de risque, et c'est vraiment à chaque étape, il faut les faire, et ils utilisent, on utilise différents moyens pour les faire et avec différents buts dans ce sens-là, parce qu'au début, c'est bien sûr les analyses de risque au niveau physique, si la personne est encore en danger ou si l'auteur est encore... Mais après, il s'agit beaucoup d'analyser les risques justement de possible révictimisation et que ça puisse créer des traumas en plus, que ça puisse, etc. Donc, c'est différents risques qu'il faut évaluer et en continu. Et c'est pour ça, oui. Ok, parfait. Il y a également une autre question sur les bénéfices observés sur les victimes, mais qu'en est-il des auteurs? Est-ce que tu as des retours sur les bénéfices pour les auteurs?
Bien sûr, on a des retours et parce que on travaille, c'est la justice restaurative, on travaille avec les 2 parties dans ce sens-là. Pour les violences sexuelles, en Écosse en particulier, il n'y a que les victimes qui peuvent demander une intervention restaurative. Mais cela dit, je viens de parler avec un facilitateur au Danemark qui disait que les 2 parties peuvent demander et que ce serait injuste de dire non à l'un ou à l'autre, dans le sens où si on fait des bonnes évaluations de risque et qu'on comprend les raisons pourquoi prendre ce genre, de commencer ce genre d'intervention, c'est tout à fait possible de venant des 2. C'est discutable et je suis d'accord avec l'approche écossaise, que je pense que c'est surtout pour les violences sexuelles et les violences de genre, c'est vraiment important que ça vienne de la part des victimes. Maintenant, par rapport aux bénéfices pour les auteurs, comme j'ai dit, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui aimeraient bien pouvoir expliquer pourquoi ils ont fait ça, ils comprennent que les victimes ont des réponses et veulent être là pour leur répondre. Il y a bien sûr la catégorie d'auteurs monstres qui n'ont aucun... et dans ces cas-là, bien sûr, il n'y aurait pas de justice restaurative possible. Mais une personne qui reconnaît qu'ils ont commis du mal, qu'ils ont créé des traumas, que leurs actions ont eu des graves conséquences, certaines personnes veulent pouvoir l'expliquer, veulent expliquer, au moins répondre aux questions de la victime. Certaines veulent vraiment s'excuser, certaines veulent vraiment... et ça les aide, eux, à continuer dans leur vie, parce que je veux dire, c'est des gens qui doivent réintégrer une société après, etc. Et c'est pas toujours évident s'ils n'ont pas eu d'abord un genre de communication avec la victime. Je veux dire, on parle que beaucoup des violences sexuelles se passent au sein des familles, etc. Un père, un frère, un oncle, souvent ça a créé des telles déchirures au sein des familles. Certains auteurs sont grateful, je ne sais plus trop le mot en français, mais c'est reconnaissant d'avoir la possibilité d'avoir une discussion même très organisée avec leurs victimes. Mais ça, tout ça, toutes ces discussions-là et tous ces points toute cette communication n'est que possible si elle est très préparée. Et autant parce qu'il y a des risques pour toutes les parties qui prennent part. Donc c'est là où il y a un vrai travail pour être sûr que c'est la bonne approche et que c'est pas dangereux pour l'un ou pour l'autre. Et c'est pour ça que c'est très important que ce soit volontaire et que le processus puisse être arrêté par l'un ou l'autre. À tout moment. Pardon. C'est important de le préciser, merci. Oui, tout à fait. Alors, je suis le fil des questions. Une autre question sur le fait que, alors je la cite, « Bonjour, avez-vous pu observer des différences de pratiques notables selon les pays ?» Vous avez parlé de la médiation, vous avez cité l'excuse, est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, on parle ici de différentes pratiques dans le sens vraiment que ce soit il y a des différences dans chaque pays, même par rapport au nom. Par exemple, moi qui avais fait un grand travail sur la conférence au début des années 2010, quand on est arrivé au Danemark dans un hôpital pour enfants où ils utilisaient la justice restaurative dans certains cas, me parlaient tout le temps qu'ils faisaient de la médiation. Et quand je leur ai demandé d'expliquer à quoi ressemblait leur processus et qui était dans la pièce quand il y avait la rencontre, ils m'ont parlé de 10 personnes.
il y avait la victime, l'auteur, il y avait les thérapeutes pour les deux, il y avait les deux facilitateurs, il y avait quelqu'un pour représenter la famille, etc. Donc, pour moi, ce n'était pas une médiation dans ce sens-là, ce n'était pas quelque chose de direct entre eux. Mais donc, chacun comprend cela d'une façon différente et c'est normal, chacun s'approprie. Dans chaque pays, on s'approprie les différentes possibilités et on les met, c'est comme en Écosse, on ne parle pas de médiation, mais on parle de rencontres, dans le sens où le but, c'est pas aussi, parce que les médiations, les conférences, par exemple, le but souvent est d'arriver à un genre de agreement, donc de résultat, il y a un résultat, alors que les rencontres, c'est vraiment favorise le dialogue, favorise ce besoin de la victime de parler de ce que ça représente pour eux donc c'est chaque méthode, chaque pratique est différente. Et même au sein d'un même pays, enfin dans ce sens-là, et ce qui est important, je crois, de toujours garder en tête, c'est qu'il faut s'adapter aux besoins des victimes en premier. Ça doit être notre fil directeur. C'est ça qui aide à... oui, enfin, donc ma réponse est oui, il y a des différences oui, et c'est normal et c'est même bien dans ce sens-là. La justice restaurative ne pourrait jamais être quelque chose qu'on peut mettre dans une boîte et qu'on peut amener d'un pays à l'autre. On peut on peut prendre en compte les pratiques des autres, comment on a développé, etc. Mais après, il faut l'adapter aux besoins qu'on a dans son pays à soi. Et pour ça. Peut-être une dernière question avant de se quitter. Alors, une question. Vous avez dit qu'une mesure de JR peut être réalisée en dehors d'un cadre judiciaire ou policier. N'est-ce pas risqué? Est-ce alors conditionné? Et quelles seraient les conditions? Le fait est que, comme j'ai expliqué, il y a à peu près, si on est très optimiste, 10% qui vont passer dans un tribunal. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 90% des victimes qui n'ont pas leur cas ne va jamais aller devant un tribunal, va peut-être être géré par la police, mais même ça, c'est peu de cas. Et donc, c'est de gérer ça. Donc, il y a des victimes qui demandent, et souvent, c'est par exemple des cas de violences historiques qui se sont passés dans des cas où justement il y a prescription, où il y a des cas où le système judiciaire ne peut simplement pas avoir de rôle pratiquement, ou pourrait avoir un rôle, mais la victime en particulier ne veut pas aller sur cette voie-là. Et donc, oui, c'est possible. Et oui, donc il y a beaucoup de cas où justement ça se fait en dehors du système judiciaire, que la police s'en occupe, etc. Mais c'est pour ça que, et bien sûr, il y a des risques, mais ce n'est pas impossible justement si on a des facilitateurs très bien, très bien formés, une pratique bien développée, bien réfléchie. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas inclure, si besoin, la police ou des membres du monde judiciaire. Ça dépend des besoins et ça dépend des attentes des différents participants. Mais je ne pense pas que la pratique peut être faite que avec une inclusion du système judiciaire. J'ai un peu du mal, excusez-moi. Non, merci. C'est intéressant, ça résonne beaucoup avec, je pense, ce qu'on vit en France aussi, ce qu'on expérimente. Dans le cadre de notre législation 10-1, je me permets, on est vraiment dans cette idée qu'il faut un dépôt de plainte, qu'il faut un acte de procédure. Et pourtant, nous, sur le terrain, et je ne veux pas parler au nom des professionnels, mais je sais aussi pour recevoir leurs demandes, on est sollicité par des personnes qui ne veulent pas déposer plainte non plus et qui ont envie. Ça arrive vraiment très souvent. Donc, je pense que c'est peut-être l'avenir, et certains
travaille sur ces questions-là déjà, donc pouvoir répondre à ces attentes qui sont formulées, effectivement. Ouais. Donc l'exemple là, de cette étude, de cette recherche de l'Écosse est très inspirante et fait rêver avec un financement pour voilà, un projet qui est en cours. Donc bravo à vous. Je pense il est déjà 13h30, ça passe très vite et le sujet est tellement passionnant qu'on resterait peut-être encore des heures à discuter, à échanger. Malheureusement, on va devoir clôturer. Pour les personnes qui n'ont pas eu de réponse à leurs questions, nous vous enverrons donc par écrit les réponses. Voilà, Estelle contribuera pour rédiger ces réponses, évidemment. Je te remercie très sincèrement, Estelle. Merci pour ce débat passionnant, enfin cet exposé passionnant, qui voilà, donne aussi des perspectives pour pouvoir échanger plus avant, peut-être dans d'autres cadres. Merci à tous et toutes d'avoir été présents, d'avoir été nombreux, d'avoir participé. Et je vais vous souhaiter une très belle journée, désormais après-midi, et vous retrouver prochainement pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.